Bonsoir à tous. Aïnovi est champion du Bénin chez les dames. C'était hier au stade Omnisport de Grand Popo lors de la finale disputée entre le premier de la zone A et celui de la zone B face à l'équipe d'élite AC de Parakou. Le club de Cotonou s'est imposé 3-0 au tir au but. Mais en face, une réserve technique est portée contre l'arbitre de la rencontre. Le débat, on en fera ce soir sur Canal Sport avec mes invités. Et puis samedi dernier, on connaît la liste. Et puis depuis samedi dernier, d'ailleurs, on connaît la liste des guépards convoqués pour la prochaine sortie du Bénin face au Rwanda et au Nigeria. Comme temps pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur des guépards, Guénot Roy, a expliqué ses différents choix à la presse. Mais en plateau, nous, on fera le décryptage de cette liste afin de ressortir les chances du Bénin pour les deux prochaines explications très importantes. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Vous êtes sur Canal Sport et on commence par le tour d'horizon de l'actualité sportive de ces dernières heures avec Candide Huento. Candide, bonsoir. Ali Mouni, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Allez, le Conseil national des supporters du Bénin a procédé, je dirais, c'était en fin de week-end écoulé à l'inauguration de son nouveau siège à Cotonou. Évidemment, c'est le siège officiel du creuset des supporters des différentes équipes nationales du Bénin dont vous parlez ainsi. Le local est situé dans les encablures du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Il est composé d'un grand hall pour accueillir les acteurs et le bureau du président. La cérémonie d'inauguration a connu la présence des responsables politico-administratifs, à savoir les chefs des 9e et 10e arrondissements de Cotonou ainsi que le directeur départemental Atlantique Littoral des Sports. Suivons ici un extrait des propos des différentes personnalités présentes à la cérémonie. Comme vous le savez, ce n'est que dans la discipline et l'union que nous allons évoluer. Je pense que vous êtes à féliciter, nous sommes à féliciter parce que le parcours du CNSB, on ne peut pas l'expliquer ici. Nous savons d'où nous venons de très très loin. Et chaque année que Dieu fait, nous ne faisons que grandir. Nous allons grandir plus. Et que la cérémonie de ce soir, Dieu va la bénir. Et ça sera une victoire pour chacun des membres. Merci à vous. Une grande fierté et une joie que je me retrouve parmi vous aujourd'hui pour assister à cette cérémonie fort simple, mais qui marquera votre association pendant encore longtemps. Vous le savez très bien que le ministère des Sports ne ménage aucun effort pour apporter son soutien au club, aux fédérations et également à votre institution. Le moment où vous preniez la décision de vous doter d'un local, ceci dénote de la structuration, du sérieux que vous incarnez à travers votre institution. Et cela appelle également des charges. Ainsi, pour mieux conduire les activités du Conseil national des supporters du Bénin, le président a profité de l'occasion pour procéder à l'installation des membres des différentes commissions. Elles sont au total 6 commissions d'appui et bien entendu d'appui de 5 membres chacune qui vont accompagner le bureau dirigeant dans la mise en œuvre de son plan stratégique. On suit le président. Je vous installe ce jour 22 mai 2024 dans vos fonctions. Je pense que vous serez dévoués à la tâche. Nous avons choisi parce que vous êtes capable. On n'a pas choisi n'importe qui. Le bureau exécutif compte sur vous pour la réussite de votre mission. On va aborder à présent les disciplines sportives et on commence bien entendu par le handball. La Fédération béninoise de handball a reçu ce mercredi un important lot d'équipements sportifs. Il s'agit bien entendu de la première composante de la pratique de la discipline, à savoir des ballons. C'est un don de l'IHF, entendez Fédération internationale de handball, qui vient répondre à un projet soumis par l'instance béninoise. Le matériel a été reçu par les responsables de la Fédération béninoise de handball qui saluent l'accompagnement de leur fêtière. Nous avons reçu exactement 500 ballons et comme vous vous en doutez, c'est au profit des acteurs. C'est au profit des acteurs et sans le matériel, on ne peut rien. Les infrastructures, oui, mais l'équipement et le matériel, il le faut et c'est tant mieux pour les acteurs et je crois que ça leur permettra d'avoir un peu de soulagement parce que c'est le premier matériel
après les ressources humaines, c'est le premier matériel, avant que l'espace de jeu le suive. Mais retenez cependant que c'est 500 ballons. On a reçu 500 ballons cette année. On recevra également 500 ballons l'année prochaine. Il sera un revêtement pour un terrain de handball. Donc voilà un peu ce qu'a fait l'IHF pour nous. On tient à remercier quand même le président Manzola Raymond qui a joué quand même un grand rôle pour l'aboutissement de ce temps. Et nous avons tout de suite saisi l'opportunité pour remercier l'IHF et remercier la CAD qui a joué aussi dans ce projet et remercier également notre ministère de tutelle pour les facilitations qui nous ont permis de faire l'enlèvement dans de meilleures conditions. Et voilà, avant même la réception de ce don de ballon, la Fédération béninoise de handball a organisé du 19 au 23 mai 2024 un stage de formation des entraîneurs de handball pour l'obtention de la licence des IHF. C'est le 3e stage de formation qu'organise le Bénin. Et bien sûr, il témoigne une fois encore de la volonté et même de l'ambition de la Fédération béninoise de handball de développer la discipline avec la formation des acteurs clés que sont les entraîneurs. Et bien entendu, ce stage s'est déroulé à la maison du handball à Cotonou et a réuni 40 bénéficiaires, dont 36 du Bénin et 4 du Togo durant une semaine environ, déroulé en 2 phases, mais aussi pratique. Déroulé en 2 phases, bien entendu, en phase théorique, mais aussi pratique. Ce stage de formation des entraîneurs de handball qui, pour l'obtention de la licence TIHF, a été dirigé par l'expert IHF Gilles Malfondé. L'évaluation qui a sanctionné ce stage a vu les 40 participants décrocher le parchemin de ce premier diplôme d'entraîneur de l'IHF. Allez, on passe maintenant au football candide direction l'Europe, plus précisément en Angleterre. Les Red Devils ont remporté samedi dernier l'édition 2024 de l'Emirates FA Cup et c'était bien entendu lors de cette dernière journée de l'entraîneur Erik ten Hag. Bien entendu, parlant de lui, Erik ten Hag et ses hommes se sont offert l'Emirates FA Cup pour la première fois depuis 2016. C'était face à leurs homologues Citizen qui de leur côté s'inclinent pour la toute première fois à ce stade de la compétition en 3 finales disputées. Les Mancuniens se sont imposés par un score de 2-1 après avoir mené par 2 fois au score. Ils soulèvent ainsi leur 13e trophée dans la compétition et sont à un trophée d'égaler Arsenal, recordman de victoire en FA Cup qui compte 14 titres au total. Ce titre décroché va permettre à Manchester United de décrocher ou plutôt de s'assurer une place en Ligue Europa la saison prochaine. Allez, on va parler toujours football, mais cette fois-ci sur le continent avant de revenir au pays avec la Ligue africaine des champions. Candide, l'édition 2024 a livré son verdict final. C'était donc ce week-end et l'équipe d'Al Ahly est une fois encore montée sur le podium. C'est le 2e sacre consécutif pour le club égyptien et le 12e de son histoire, faut-il le rappeler. Celui-ci a été remporté devant l'équipe d'Espérance de Tunis à l'issue de la double confrontation comme à l'accoutumée. La finale de la Ligue africaine des champions 2024 s'est jouée en aller et retour et bien entendu au match aller qui s'est déroulé dans la capitale tunisienne. Les 2 équipes se sont neutralisées par un score nul et vierge. Tout s'est joué donc au cours de la manche retour déroulée ce samedi au Caire en Égypte. Les Égyptiens se sont imposés par un score d'1-0 pour s'offrir le Graal final. Football toujours à Lille, mais la 19e journée de la Super League Pro du Bénin s'est déroulée ce week-end. La jeunesse sportive de Pobé a pris le meilleur 2-1 sur Dynamo FC d'Abomey. Dadia FC et Soubema Sport se sont quittés 2-2 sur un score d'1 partout. Même scénario entre Dragon et Lotopopo en déplacement au stade René Pleven. Tamisa s'est imposé à l'Est Cotonou par 3-0. À domicile, Banigansé a dompté Requin FC par 3-1. Coton FC a dominé l'Est Takounet 1-0 en déplacement à Niki. Les portuaires de l'Asparc ont été battus par 3-0 par les Cavaliers de Niki. Et pour finir, SOFC de Savalou s'est incliné à domicile face à Aema. Vous l'avez bien compris, on parle déjà football au plan national et cette fois-ci on va passer chez les dames. Le champion national de première division a connu donc son épilogue, c'était
hier dimanche du côté de Grand Popo et le titre a changé de main, Candide. Évidemment, Innovi FC féminin est le club champion de la D1 féminine saison 2023-2024 et succède ainsi à Sam Nelly de Misrete. Le club a été consacré à l'issue de la finale disputée ce dimanche au stade Omnisport de Grand Popo face au premier de la zone A Elite Athletic Club de Parakou. Une finale qui a été disputée jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but. En première période, les filles d'Innovi FC ont concédé l'ouverture du score à la 9e minute de jeu sur un but contre son camp. Dans la foulée, elles vont pousser à plusieurs reprises avant de revenir au score. Et sur cette image, vous verrez l'ouverture du score sur un centre ou plutôt une frappe de Deborah Kpakpanon qui va bien entendu aboutir à ce but qui marquait justement l'ouverture du score. Et par la suite, dans la foulée, comme je le disais, les filles d'Innovi FC de Cotonou ont poussé à plusieurs reprises avant de revenir au score sur un coup de pied arrêté suite à une faute commise ou plutôt arbitrée par le juge central de la partie. Au retour des vestiaires, les 22 actrices vont multiplier les offensives, mais le score est resté intact jusqu'à la fin du temps réglementaire. L'issue de la rencontre a été connue à l'épreuve fatidique des tirs au but, comme je le disais, et ce sont les filles d'Innovi FC qui se sont offert l'exercice avec 3 tirs réussis contre 0 pour Elite AC de Parakou. Je vous propose ici d'écouter le coach de l'équipe championne Toibat Kifouli. Après une finale ratée il y a 2 ans, la saison dernière, on a fait presque une piètre figure, mais on est revenu en force cette année parce qu'on s'est dit qu'il faut prendre le trophée, il faut prendre le titre. Et on a renforcé l'équipe et on a travaillé. Les filles savaient ce qu'elles avaient à faire. Et puis, on leur a dit de ne pas baisser les bras, que rien n'était encore joué et il faut rester concentré sur l'objectif. Du coup, c'est ça qui a valu l'égalisation. L'équipe d'Innovi FC féminin va donc représenter le Bénin à la prochaine édition des éliminatoires de la Ligue africaine des champions chez les dames. Mais pour revenir à cette finale, il faut remarquer qu'il y a eu plusieurs faits fustigés par l'équipe adverse d'élite AC de Parakou. Entre autres, un penalty non sifflé au profit de l'équipe adverse de la cité des Kobourou. Le coup franc discutable qui a abouti à l'égalisation et bien d'autres situations de jeu assez alarmantes au sifflet au Roligan qui a fait plusieurs fois objet de polémique dans les championnats béninois. Je vous propose ici un extrait de l'entraîneur de l'équipe de Elite AC de Parakou. Les dirigeants font tout pour que ce football progresse, mais nos amis en noir ne veulent pas que ce football progresse. Si vous avez les images, allez voir les images. Ce qui s'est passé aujourd'hui là, c'est une honte pour le football béninois. C'est une honte, moi je le dis, cet arbitre-là elle est venu en mission. C'est grave pour le football, on ne peut jamais évoluer. Dans l'ensemble, donc, mon équipe n'a pas de mérite. C'est un coup de dé que la victoire, la meilleure équipe a été, mais la victoire a été donc, attribuée à l'équipe de... Et puis les équipes n'a de mérite. Vous avez vu, c'était un match âprement disputé. Si l'arbitrage était impartial, neutre, vous aurez eu le temps de voir encore un beau football. On ne peut pas préparer toute une saison. Après, les dirigeants ne peuvent pas mettre de l'argent pendant toute une saison. On va venir en moins de 90 000 cacher tout. Allez, on finira jamais d'en parler. L'arbitrage béninois, un mal qui gangrène le football au plan national. Pendant la rencontre à Limoumouni, une réserve technique a été portée contre l'arbitre de la rencontre par le club d'élite AC de Parakou. Oui, bien entendu, on parlera de cette réserve tout à l'heure avec notre invité en ligne. Ce sera bien entendu un ancien arbitre avec qui on essaiera de décrypter ces différents faits et comprendre davantage. Est-ce des fautes, donc, je dirais, techniques, bien entendu, d'arbitrage ou peut-être, si vous me permettez cette expression, de l'incompétence. De toutes les façons, on saura davantage. Candide, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Mesdames et messieurs, voici chez vous Grand Angle. Allez, avant donc d'installer mes invités, Memo Coton ce soir et puis Prosper Vondian encore, on va recevoir en direct, comme je le disais,
L'invité pour Grand Angle, c'est bien sûr Everpes Dodometi, un ancien arbitre béninois avec qui on parlera de ces actions, de cette rencontre, la finale bien entendu entre Elite AC et Ainovi pour le compte de la finale du championnat national de première division saison 2023-2024 en ligne. Donc Everpes Dodometi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir avec vous. Comme je le disais, on va parler donc de cette finale. Vous avez vu les images de la rencontre, notamment les images de quelques faits assez, je dirais, saillants de cette explication. Les faits qui ont été expliqués par l'équipe adverse donc d'Elite AC lors de cette explication. Alors, pour vous, on va commencer déjà par le penalty qui, qu'on interprète d'une manière ou d'une autre, qu'on dit n'a pas été sifflé. Sur ces images, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant qu'arbitre? En tant que phase de jeu, cette phase de jeu est une phase vraiment déterminante qui a, à mon avis, a voulu remettre en cause toute la prestation du trio arbitral. Claude, je peux continuer? Je crois qu'on a un problème avec un problème technique de retour ici en plateau. On n'arrive pas vraiment à bien entendre ce que nous dit notre invité en direct. Certainement que c'est quelques problèmes techniques. On va poursuivre surtout parce que sur cette action, on voit quand même la joueuse qui a été touchée et par la suite l'arbitre a quand même concédé un corner. Est-ce que ça veut dire que l'arbitre n'a pas vraiment bien apprécié ou bien pour elle sur cette image-là, l'image que vous verrez bien sûr à l'écran, pour elle, c'est peut-être la joueuse, la défenseur qui a touché le ballon? Là, c'est une affaire de collaboration entre le premier assistant et l'arbitre parce que l'action s'est déroulée dans le champ de vision de la première arbitre assistante. D'accord. Et il lui revient quand même d'aider l'arbitre en signalant Oui. Donc il revenait donc à l'arbitre assistant de signaler. À l'arbitre de signaler à l'arbitre assistant, la première arbitre assistante, bien entendu, de signaler s'il y a corner ou pas. C'est surtout ça. Donc il a manqué la collaboration, comme on le dit dans notre langage. Et donc dans ce cas, comment il faut interpréter ce fait? C'est une faute technique ou bien comment est-ce qu'on peut qualifier cette action-là? Parce que là, c'est tout évident sur les images. Ben oui, n'oubliez pas non plus que l'arbitre n'a pas eu droit à une seconde chance que la VAR offre aujourd'hui aux arbitres à l'international. Et donc, dans le fait du jeu, ça va un peu plus vite. Certes, c'est une faute technique. Et la position de l'arbitre en ce moment-là ne pouvait pas lui permettre d'apprécier sa juste valeur, cette faute. Et donc, il revenait à sa première arbitre assistante de l'aider et de lui permettre de bien apprécier cette action parce qu'on a constaté que la défenseur a fait une intervention mal maîtrisée, ce qui ne lui a pas permis de contrôler le ballon, mais de contrôler l'adversaire. Oui, maintenant... Et en la matière, ça devrait permettre à cette équipe-là de bénéficier d'un coup de pied de pénalty. Maintenant, quand on regarde le sens du ballon, on a vu la joueuse, l'attaquante d'Elite AC qui a éliminé, Enver d'abord, qui a éliminé la première défenseur, et qui est arrivée au niveau de la deuxième. Quand on regarde la direction du ballon, si c'était une balle qui est touchée par la défense normalement, cette balle doit changer de direction. Mais la balle, elle est allée toujours dans le même sens que la joueuse. C'est ce que je vous disais tout le temps. Dans le cas d'espèce, c'est l'arbitre assistant qui doit signaler si c'est une sortie de balle ou bien c'est un coup de pied de poing. Et tant que ce n'est pas signalé par l'arbitre assistant, il sera difficile à l'arbitre aussi de prendre sa décision. Dans ces conditions, si la seule décision qu'elle pouvait prendre n'était rien d'autre que le coup de pied de réparation.
Et puis, elle n'a pas apprécié la faute. Elle a mal apprécié la faute pour elle. Il n'y a pas du tout eu de faute. Et donc, euh, et donc l'arbitre assistant devrait insister sur le fait qu'il n'y avait pas connaître. Justement. Et donc maintenant, quand on est dans ces faits où, avec la sensibilité, on sait très bien quand c'est un pénalty, ce que ça peut amener, les frustrations que ça peut causer de l'autre côté. Est-ce que l'arbitre n'a pas d'autres options? La seule option, c'est celle déjà choisie par les instances faîtières. Hein. Il faut donner une seconde chance à l'arbitre de bien apprécier l'action, histoire de pouvoir revenir si sa décision, si cette dernière était mal prise. Voilà que nous n'avons pas encore atteint ce niveau et donc on sera obligé de faire avec. Hein. D'accord. On revient sur les Ça autres fait images. partie de- On revient sur les autres images. En toute fin de première partie, il y a eu donc cette faute qui a été sifflée, donc qui a permis à la formation en orange d'Aïnovi de pouvoir revenir à l'égalisation sur les images. Bien entendu, ça c'est la première faute. Il y aura une seconde faute et sur cette faute d'abord et puis ensuite pour la seconde faute qui a été commise donc sinon concédée par l'arbitre. Est-ce que pour vous, quand vous avez vu les images, vous pensez qu'il y a véritablement faute sur la deuxième action? Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a bel et bien faute. Il n'y a pas de polémique à ce niveau-là. L'arbitre a bien apprécié les différentes fautes et là où la sanction administrative devrait accompagner, elle a fait. Et c'est une manière de montrer que, en réalité, l'arbitrage n'est pas vraiment le problème, puisqu'elle a bien apprécié les fautes à ce niveau-là. C'est certes, pendant 90 minutes de jeu, il peut arriver une petite action hein, qui va remettre en cause tout ce que vous avez déjà donné comme prestation. Ok, Et merci donc, il n'y beaucoup. a pas polémique, ici. Merci beaucoup à vous, EVPS Dodo Martin, pour ces clarifications. Ça nous permet donc de comprendre davantage voilà, par rapport à ce qui s'est passé donc, du côté de Grand Popo. Mes invités sont déjà en plateau. Memo Kouton, bonsoir. Bonsoir Limouni, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir une fois encore accepté notre invitation. En face de vous, on a Prosper Vognon encore Prosper, un habitué du plateau. Bonne arrivée. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 3 Bénin. Allez, tout à l'heure avec moi, vous avez suivi quand même les interventions de l'ancien arbitre béninois sur cette question, bien entendu, liée à cette frustration et bien entendu des fautes techniques peut-être, comme on peut le dire, de l'arbitre qui a officié cette explication entre Elite AC et Aïnovi pour le compte de la finale du championnat national de première division féminine. Alors, pour vous, Memo, d'abord, parlons de cette finale-là. Est-ce que vous pensez que voilà, le meilleur a mérité? Écoutez, quand vous allez à une finale, c'est que vous ne la jouez pas, comme on le dit dans notre jargon, ça se gagne. Et celui qui gagne, finalement, est toujours le meilleur. Il y a des concours de circonstances, il y a tout qui va avec. Donc, je pense que c'était la meilleure équipe qui a gagné hier pour moi. C'est vrai, je n'ai pas suivi cette finale. J'ai eu les séquences, je les ai vues. Et je pense que c'est la meilleure équipe qui a gagné. Parce que, écoutez, cette équipe a puisé de son fort intérieur. Elles ont quitté très loin, elles ont été menées. Ces filles d'Aïnovi, elles sont revenues au score, elles ont été menées, je crois, une seconde fois encore. Non, un seul but, un but partout. Donc, être mené et revenir au score, je pense que revenir et gagner ce match, ça veut dire que, comme l'a dit leur coach tout à l'heure, c'est que ces filles et puis tout le staff ont puisé de tout ce qui s'est passé les années antérieures et se sont véritablement basés dessus pour pouvoir évoluer. Après, vous l'avez dit tout à l'heure sur les faits de jeu, sur les actions litigieuses. Moi, je me dis souvent que ce sont des faits de jeu. Ce sont des faits de jeu et vous l'avez dit, on a eu un technicien qui l'a dit également là. L'arbitrage, et avant de venir et d'appuyer quelques mots de quelques phases de ce qu'il a dit, l'arbitrage béninois n'est en réalité pas le dernier de l'arbitrage sur la terre. L'arbitrage béninois n'est pas le dernier sur le plan continental, même si au niveau du ranking sur le plan continental, ce n'est pas ce que ça doit être. Mais en réalité, il a dit, les instances fêtières aujourd'hui ont permis aux arbitres d'avoir une seconde chance. Mais au Bénin, nous en sommes où?
On ne peut pas. Ce n'est que quand vous allez au niveau de l'Afrique du Nord que les arbitres ont cette occasion-là, ou bien quand ils sont dans des compétitions regroupées, des compétitions comme la CAN, que ces arbitres ont la deuxième chance d'aller visiter, d'aller revoir les images. Et même avec le VAR ou bien la VAR, on voit jusqu'en Europe et même la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on a vu que les arbitres, il y a eu des décisions assez contestées des arbitres. Donc quand on voit ça, je pense que on va pas tirer sur l'arbitre Ligue 1 Europe, on va pas non plus tirer sur ses assistantes parce que c'est que il y a eu des, comme l'a dit, il lui a peut-être manqué de collaboration. Mais moi je reviens bien entendu puisque vous parlez de l'arbitre Ligue 1 Europe, mais avant Prosper, vous avez aussi visualisé quelques de ces images en termes d'interprétation. Est-ce que parfois il n'est pas aussi recommandé aux arbitres, quand vous n'êtes pas sûr de la décision, de consulter, de prendre le temps de consulter votre assistant? Mais c'est difficile d'apprécier les compartiments de l'arbitrage parce que nous ne sommes pas forcément ces spécialistes. On ne peut pas analyser tous les contours. On a vu, pour nous, pour vous et moi, c'est qu'il y a contact dans la surface de réparation pour la faute qui revenait peut-être à Elite, penalty. Mais l'arbitre, c'était quand même le tournant du jeu parce que Elite était déjà à 1-0. L'arbitre a estimé que c'est un contact et que le football reste ce sport de contact. Les fautes d'arbitrage, pour moi, vous savez, l'arbitre c'est un humain comme vous et moi et les décisions se prennent à la seconde près. C'est un peu compliqué de juger les choses dans ces conditions et de pouvoir s'en sortir. Parfois, on pense prendre la bonne décision, mais c'est pas la bonne aux yeux du public. C'est compliqué. Maintenant, ce qui m'a un peu fait mal, c'est que ça soit encore elle. Parce que ça fait de trop. Ça fait un peu de trop à chaque fois qu'on doit parler des erreurs d'arbitrage, surtout dans le championnat féminin pour le compte de cette saison. Elle a été au moins 2 fois, 3 fois citée. Et je me dis pourquoi c'est elle. Pourquoi c'est souvent ces décisions qui sont sujets beaucoup plus à polémique dans le championnat. Ça me fait un peu mal que ce soit elle. Mais on doit reconnaître que ce n'est pas facile d'arbitrer. Et c'est compliqué de prendre des décisions en 2 secondes, de siffler, de prendre les décisions comme ça, c'est compliqué. Oui. Mais quand ça revient à la même personne, souvent c'est elle, je me demande qu'est-ce qui ne tourne pas rond. Alors, ma question suivante, c'est de savoir, Memo, quand vous parlez tout à l'heure de cet arbitre, puisque j'ai dit qu'on va revenir sur la question, on parle bien sûr de celle qui est souvent présentée comme la meilleure au plan national et que dans le championnat au cours de la saison, ce soit son sifflet qui est fustigé à plusieurs reprises. Alors pour vous, en ce moment-là, il ne faudrait pas, en fait, ça n'appelle pas à réflexion. Non, ça va appeler à réflexion, mais son arbitrage est fustigé à tort ou à raison. Parce que là, pour les... Je prends... des décisions surtout... Non, s'il vous plaît. Pour les images qui sont là, on a eu au moins la chance d'avoir un technicien qui vient d'opiner. Écoutez, les loups ne se mangent pas. Hein? Non, les loups ne se mangent pas. Mais les loups ne se mangent pas entre eux. Mais ce qu'il a dit, la faute qui a amené peut-être avec la sanction, qui a peut-être amené l'égalisation, on est d'accord. Oui. Mais il a dit sans embâche, il y a faute. Et vous-même, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas faute. Comme l'a dit Prosper tout à l'heure, sur l'action qui a amené... On a encore l'image, regardez, elle a touché le ballon. Écoutez, elle a ouvert le pied, mon frère. Okay. Elle a ouvert le pied. Vous-même, vous avez joué au football. Elle a ouvert le pied, le crampon comme ça. Écoutez, elle peut se blesser là. La joueuse de Ainovi peut se blesser là. Et je pense sur cette action-là, elle peut se blesser. Et ce qu'elle a fait, elle a donné le carton jaune qui a suivi. Après, il y a eu la faute sur qui a mené l'égalisation. Je ne voudrais pas détailler les trucs là. Pour moi, comme l'a dit Prosper tout à l'heure, c'est difficile d'arbitrer. Pour moi, je vous le dis, là où il y a eu le contact, là où on dit il peut y avoir pour les penalty ou pas là, oui. Pour moi aussi, j'aurais été à votre place sur le terrain, j'allais siffler penalty. Mais qu'est-ce que les gens disent? La zone là, c'est la zone technique de qui? De la première assistante. Donc la première assistante devait insister. C'est à elle d'insister. Et là encore, comme l'a dit Prosper tout à l'heure, c'est un jeu de contact, le football. L'action là, je vous le dis, l'action là. Faites l'effort de suivre la rediffusion du match FC Séville, FC Barcelone d'hier, le match qui comptait pour la dernière journée de la Liga. Il y a une action exactement comme ça. Entre qui? Entre Ramos, le défenseur de FC Séville, et Firmin Lopez, le joueur. Et cette action, ce contact même, a envoyé le joueur barcelonais dans les panneaux
qui entourait. Donc je pense que quand le contact, bien entendu, ça se dit quand le contact est épaule contre épaule. Mais là, en aucun moment, il y a eu l'épaule, il n'y a pas eu d'épaule contre épaule. Là, on parle de contact difficile pour nous d'apprécier, mais ça, ce n'est pas épaule contre épaule. Là, ce n'est pas épaule contre épaule. On n'est pas des techniciens. On n'est pas des techniciens. Mais là, le contact, on sait que quand il y a le contact au niveau des membres inférieurs, quand il y a le contact au niveau des membres inférieurs, vous et moi, nous sommes d'accord que c'est un pénalty. Non, moi, je ne peux pas dire que c'est un pénalty, puisque là, elle n'a pas sifflé. Elle aurait pu siffler un pénalty. Vous appréciez le contact par rapport à quoi? J'apprécie le contact par rapport... Là maintenant, vous dites quoi? Qu'il y a eu contact. Oui, mais j'apprécie le contact parce que tous les contacts ne peuvent pas amener également pénalty. On est d'accord. Tous les contacts ne peuvent pas... Quand le joueur touche le ballon... Non, écoutez, les histoires de pénalty, laissez-moi vous dire que quand il y a contact dans la surface de réparation, ça n'amène pas systématiquement pénalty. On est d'accord. Mais on est d'accord. Et quand c'est les membres supérieurs, il n'y a pas pénalty. Tout le monde est d'accord là-dessus. Là, il y a eu même des actions, mon cher, il y a eu même des actions sur lesquelles c'est le membre inférieur, on a dit pénalty. Ce que je voudrais vous faire comprendre, et vous l'avez dit, et Prosper également l'a dit tout à l'heure, ce qui fait mal, c'est que ce soit toujours elle. Et là, je dis, c'est toujours elle peut-être parce que nous méconnaissons peut-être les lois de jeu. Parce que je dis, moi-même ça me fait mal que ça revienne. Donc du fait que nous méconnaissons les lois de jeu, Prosper, ça veut dire que je n'ai pas fini. Peut-être pour les autres arbitres, écoutez, ils ne suivent pas les règles de jeu. Écoutez, ce que moi je vous dis, vous devez comprendre une seule chose, mon frère. Les lois de jeu, vous ne les maîtrisez pas plus que les arbitres. Moi, je ne les maîtrise pas plus que les arbitres. Mais là, et comme l'a dit le technicien qui vient de parler, il a dit, il a manqué de collaboration. La première assistante, c'est que on aurait pu blâmer Ligue 1 Aurore si la première assistante avait insisté et l'autre, elle a fermé les yeux. Mais là, c'est la zone technique. Si, écoutez, et si là, elle avait sifflé penalty, et après visualisation, les techniciens s'asseyent et disent, il n'y a pas penalty. Et la première assistante n'a pas soulevé son drapeau. Et c'est elle qui a insisté qu'il y a penalty. Vous savez ce qui va se passer? C'est elle qui va prendre peut-être la sanction. On va dire, mais pourquoi tu n'es pas ta zone technique et tu prends la décision à la place puisque là, elle n'était pas proche de l'action. On est d'accord. Mais après, ce que j'aimerais également vous dire, une faute sifflée, un coup franc sifflé n'est pas synonyme d'un but. Un coup franc sifflé n'est pas synonyme d'un but. Un penalty sifflé n'est pas synonyme d'un but. La preuve, et ça, c'est là où ça me fait mal pour Elite. Là où ça me fait mal, Elite aurait pu peut-être gagner si c'était leur jour de chance. Si la victoire leur appartenait véritablement hier, Elite aurait pu gagner au tir au but. On est d'accord. On a dit penalty. On aurait pu leur siffler un penalty. Qu'elle pouvait encore shooter le ballon. Parce que là, lors des séances des tirs au but, elles n'ont pas réussi, elles n'ont pas fait un sans faute. Elles sont passées à côté. Et donc, si c'est qu'elles avaient fait un sans faute lors des tirs au but, je pouvais encore les comprendre pour dire qu'on leur a voulu. Parce que Aurore aurait pu siffler ce penalty. La première assistante aurait pu dire il y a penalty. Et on va encore passer. Elles vont passer à côté. Memo, ce qui m'amène donc à poser la question à Prosper. Prosper, quand Memo parle des séances de tirs au but, on sait qu'avoir un penalty dans un match pendant que vous menez à 1-0 et aller aux épaules fatidiques des tirs au but, je pense que l'état d'esprit n'est plus le même. Non, pas du tout. C'est pas. On peut pas. Alors là, il faut qu'on aille les coachs. D'accord. Il faut qu'on aille les coachs. Il faut qu'on aille les coachs de l'élite. Il faut qu'on aille les coachs de l'élite. Nous reconnaissons qu'on ne peut pas les classer dans le même panier. Lorsque vous êtes dans un match et que vous obtenez un penalty, c'est pas la même chose que lorsque vous allez tirer des tirs. Et dessus quoi quand vous avez un avantage d'un but? Un avantage d'un but en plus, la psychologie n'est pas la même. Moi, je ne dis pas que oui, si on sifflait, forcément hier Elite devait marquer. Justement. Mais ce n'est pas les mêmes conditions, ce n'est pas les mêmes psychologies, ce n'est pas forcément les mêmes états d'esprit quand on doit tirer dans ces conditions, quand on obtient un penalty dans un match. Tout le monde, nous tous, nous voyons ce que ça fait, l'engouement que ça donne lorsque une équipe obtient un penalty dans un match. Les joueurs sont contents tout au moins parce que bon, il y a une situation de but favorable, à plus de 50%. Vous avez plus de chances de marquer que de rater. Donc, souvent, c'est des choses qui se disent. Je pense que ce n'est pas les mêmes choses. Le vin est déjà tiré, mais je reconnais que, encore que c'est une finale, on doit gagner. Tout le monde devait jouer avec un esprit
un peu concurrent. Ouais, un esprit de gagnant. De gagnant. Voilà. Elite a perdu, c'est ce qui doit arriver, qui est arrivé. Mais que ça soit encore Aurore qu'on cite avec des... Moi, je pense que ça me gêne. Aurore, que ce soit... Et souvent, quand c'est le cas, ce ne sont pas les assistants et les assistantes qui sont blâmés. Lorsque des erreurs d'arbitrage sont notées dans un match, on ne voit pas les assistants. Ceux qui ne voient pas les assistants, Ali, ceux qui ne voient pas les assistants prospèrent. Non, permettez-moi de finir. Ceux qui ne voient pas les assistants dans un match et ne voient que l'arbitre central, ça veut dire qu'ils ne connaissent absolument rien du football, qu'ils ne connaissent absolument rien de l'arbitrage, parce que ceux qui ont inventé le jeu qu'est le football ne sont pas bêtes en mettant 3 juges sur le terrain, en mettant 4 juges, et aujourd'hui le maître du terrain. Et aujourd'hui, on va jusqu'à avoir encore des arbitres assistants pour les assistants. On est d'accord, Memo, on est d'accord. On est d'accord que les assistants font partie intégrante de du jeu. Bien sûr. Et bien entendu, pour la plupart de ces fanatiques que vous avez, Tanguy, et j'ai dit Tanguy et Memo, souffrez, permettez-moi l'habitude, souffrez donc que pour la plupart qu'ils ignorent le rôle qu'est celui des assistants, puisque pour la plupart on dit non, j'ai bien dit que ce sont des fanatiques, ce ne sont pas des connaisseurs en la matière, et donc pour cet adage qu'on a l'habitude d'utiliser, ces anecdotes qui disent l'arbitre est le seul maître du terrain, ça fait qu'on fait pratiquement tout le rôle. Mais ici sur le plateau, on ne dit pas le cas. On a bien situé, on retient tout à fait avec les apports bien sûr d'Everest d'Autométier, notre expert, qui nous a expliqué que la faute incombe bien entendu à l'arbitre assistante, qui aurait pu quand même aider son juge central pour prendre cette décision sur ces actions. On va finir tout simplement. Pour finir sur cette action, sur ce sujet, écoutez, c'est quand même seulement hier la fête des mères. Problème de calibrage, mais on va aborder la deuxième. C'est seulement la fête des mères hier. On va pas sacrifier les dames. On va aborder notre. C'est une mère, c'est une femme. C'était une mère et en face les autres équipes également. C'était des mères. Donc on va passer maintenant au père. L'année prochaine ce sera leur tour. On va passer au père. Et beaucoup de courage aux arbitres. Moi, je leur demande franchement, je nous demande de est-ce qu'il y a des brebis galeuses parmi les amis, il y a des brebis galeuses, mais je nous demande franchement, calmons-nous et puis aidons-les à évoluer. On a encore des sujets à évacuer. On va parler maintenant des pères, c'est bien sûr des guépards. La liste des 25 jours a été communiquée. C'était ce week-end par Guénotre, le sélectionneur des guépards du Bénin, a expliqué ses différents choix. D'abord, on va suivre ces explications par rapport aux nouvelles têtes qui ont été convoquées. Et bien entendu, vous connaissez l'attaquant de Coton FC qui rejoint et puis le gardien de but de Dadje FC, tous de nouveau dans la sélection nationale. Il est avec nous pour la première fois, le gardien de Dadje, Karim Rahman. Et c'est un jeune gardien qui est, comme vous le savez, avec les U20 numéro 1 dans les buts. On l'avait déjà un petit peu en vue l'année dernière, où il avait fait des bonnes choses. Et cette année, il confirme avec son club de Dadje. Donc, retour de Fassinou, qui fait aussi de bonnes choses avec son club, de l'Autopopo, qu'on a vu jouer il n'y a pas longtemps, et qui fit son retour au poste d'arrière. Il a sa chance. Je l'ai vu très bon avec son club. Donc, s'il fait un bon stage, on est quand même ensemble pendant 2 semaines, il n'est pas exclu qu'il puisse jouer avec nous. Les attaquants, on a donc Romaric, que j'avais déjà voulu sélectionner il y a 1 an. Et sous mes yeux, il s'était cassé la jambe. Donc, il a lutté beaucoup pour revenir au premier plan. Et il a maintenant, je l'ai vu moi-même évoluer avec son club de Coton. Il a un rôle décisif dans les résultats de son club. Et il mérite sa sélection. Tchétchao revient aussi. Tchétchao n'était pas avec nous la dernière fois parce qu'il n'avait pas joué et pas signé encore dans ce club-là de Chicago, qui sont très contents de lui. Il fait son retour, c'est également un ancien de U20. On a la chance d'avoir un joueur, on va dévoiler la liste, qui a gagné la Coupe des Confédérations avec son club de Zamalek. Samson, donc ce sont quand même des ondes positives qui vont s'ajouter à notre groupe.
Allez, vous avez bien entendu les explications de l'entraîneur par rapport à sa liste des 24 joueurs convoqués, 25 joueurs convoqués. J'ai dit 24 parce qu'entre-temps, il y a donc ce joueur qui était blessé, mais qui s'est retrouvé quand même sur la liste, convoqué quand même après. Et c'est juste après qu'il a été blessé. Mais vous avez eu vent de vous avez suivi quand même cette actualité. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette liste de Gernot Rohr? Je vais dire que Gernot Rohr a fait du Gernot Rohr. Il a fait ce à quoi il nous a habitués depuis qu'il est là. Comme les gens aiment le dire, il prend les mêmes et puis il recommence. À quelques différences près, on va le dire comme ça, il a fait ce qu'il faut. Déjà, je vais commencer par les nouveautés, je vais dire les nouvelles têtes qui sont venues. Il y a Romaric Amoussou, comme on le dit. Et franchement, beaucoup aimeraient quand même le voir en sélection depuis très longtemps, mais je ne sais pas si c'est votre cas. Non, tout le monde aurait voulu qu'il soit en sélection depuis longtemps. Mais il y a également eu sa blessure qui n'a pas milité en sa faveur. Justement. Parce que Gernot Rohr l'a dit que c'est devant lui, c'est sous ses yeux qu'il s'est fracturé la jambe à Ouida. Et donc, quand c'est comme ça, il faut dire que sportivement, la nature aussi n'était pas... c'est maintenant que l'heure a sonné. Peut-être qu'il aurait été convoqué plus tôt et qu'il aurait sombré. Peut-être qu'il aurait été convoqué plus tôt et qu'il aurait eu cette blessure-là. Donc, malheureusement ou bien heureusement, les choses sont passées. Et bien, comme j'ai l'habitude de le dire, quand l'heure sonne, rien n'arrête. Donc, l'heure a sonné et heureusement encore ou bien les choses se passent très bien encore pour lui. Depuis que son aventure en Égypte, ça s'est mal a échoué, il est revenu. C'est à la tête de gondole de cette équipe de Coton. C'est lui qui passe décisive. But sur but, il enchaîne et donc il est en train de flamboyer, de retrouver sa meilleure forme. Donc je pense que c'est tout bénéf pour lui. Après, je prends le gardien de but, Karim, qui quand même également la CAN 2019 avec, mais déjà qui était suivi depuis, il était dans la shortlist depuis longtemps, il était réserve tout le temps, on appelle, il était sur la liste de réservistes qui devait, donc je pense que ce n'est que mérité, puisque lui également il fait de très belles choses avec le club de Dadje depuis quelques saisons. Et la CAN dernière, on a vu également les Jeux africains, on a vu que c'est quand même le gars qui a la tête sur les épaules et qui joue le rôle de dernier rempart. Il a fait quand même de belles claquettes. La botte de la première journée lors de cette Coupe d'Afrique. Est-ce que c'est pas lui qui avait fait ça? C'était Dava. Donc c'est après cette bout là que lui il est venu parce qu'il était le numéro 2. Donc voilà un tout petit peu ce que veut dire pour les deux là. Après les autres qui sont venus, je pense que c'est du même pareil. Et après je dis les gens, on est en train de décrier les dossous. On va revenir justement sur ces différents aspects. Prosper, vous aussi, vous avez suivi cette conférence de presse, la liste de Gernot Rohr. Pour vous, quand vous regardez par exemple les joueurs qui ont effectué leur retour en sélection nationale, il y a entre autres Rodrigue Fassinou au niveau de la défense et puis bien d'autres joueurs comme David Tchechao. Alors pour vous, comment vous appréciez déjà ces retours? On va aborder ces différents aspects. Je pense que c'est une sélection équilibrée parce que vous posez cette question aux 12 millions de Béninois. Si vous ne savez pas faire, vous allez avoir 12 millions de réponses parce que chacun aimerait voir un proche en sélection. D'accord. Mais reconnaissons que ce n'est pas facile d'aller en sélection et que ce sont les meilleurs qui sont arrivés là. Romaric Amoussou a toujours montré un visage de progresseur, d'un jeune qui progresse. Je pense que son heure a sonné et il est venu en sélection, comme on le disait tout à l'heure. C'est une question d'heure. Son heure a sonné, il est arrivé. Quand vous prenez le jeune Raman, il a fait la CAN U20, il a fait le tournoi de la francophonie, il a montré aussi un beau visage, d'espoir dans le championnat. Et son heure qui encaisse très peu cette saison. Absolument, et son heure est arrivée parce que quand vous prenez la hiérarchie des gardiens, il y a depuis un moment, on convoque Saturnin Lagbe, Marcel Dandino et Sergio Bassa. À un moment donné, je pense que Sergio Bassa n'est plus apparu avec AS Cotonou, donc notamment en championnat. Et quand c'est le cas, l'entraîneur peut nourrir des doutes sur vous et ne pas compter sur vous. Et comme Memo l'a dit, le jeune est tout le temps sur la réserve. On a beaucoup parlé de sa présence en sélection. Mais régulièrement, il était barré par Obassa qui faisait de belles prestations aussi avec son club AS Cotonou. Donc, c'est l'heure aussi qui a sonné pour le jeune. Mais les jeunes doivent se mettre dans la tête que venir en sélection, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une patate qu'on vous sert. Chaude, hein? On n'avait pas aussi abordé le cas de Samson
Qui revient parce que lui n'est pas aussi il n'est pas aussi nouveau que ça. Il revient. Donc les jeunes qui arrivent en sélection pour une première, si la tête n'est pas sur les épaules, vous pouvez griller des cartes. Soyez sûr qu'ils n'auront pas leur tête sur les épaules. Voilà, donc vous pouvez griller des cartes facilement parce que la sélection, c'est le sommet et vous êtes suivi de très près. C'est une pression énorme de tout un pays sur les épaules. Donc il faut faire attention pour ne pas griller les cartes. On ne vient pas forcément en sélection parce que voilà, je veux jouer. Si on ne me titularise pas, c'est la guerre. On fait la tête dans les vestiaires. On refuse de regarder dans le visage de l'entraîneur parce qu'on ne l'a pas utilisé, tout ça. Et les gens vont même se permettre de dire mais pourquoi on l'a appelé si on ne veut pas l'utiliser? N'oubliez pas qu'on a appelé 25 jeunes, on a appelé 25 joueurs pour à peine utiliser 16. In fine, donc les gens doivent se calmer. C'est déjà bon de venir en sélection, c'est déjà bon de rentrer dans la liste, c'est déjà bien. Et puis on se met la tête sur les épaules, on continue de travailler pour continuer à impressionner. Je pense que c'est le message principalement aux jeunes. Arriver en sélection, ce n'est pas une fin en soi. Il reste encore du chemin. Il faut se poser tranquillement, réfléchir et savoir comment se comporter dans le groupe pour ne pas griller des cartes. De toutes les façons, au football et au sport en général, ça ne ment pas. C'est votre performance qui détermine votre position au sein de des différentes équipes avec lesquelles vous êtes appelé à évoluer. Memo, le sujet, on abordait ça tout à l'heure. Vous avez commencé déjà par parler de ces joueurs convoqués qui fait toujours polémique. On parle de Jodel Dossou, dont tout le monde parle toujours. Alors, pour vous, quand vous regardez l'ossature globale de cette liste de Gernot Rohr, est-ce que vous avez, je dirais, des objections? Non, je ne peux pas, même si j'ai des objections, c'est pas... De toutes les façons, c'est notre rôle de critiquer. On va essayer de analyser nos avis. Moi, bon, écoutez, j'ai tout le temps dit que Jodel Dossou, parce qu'il a eu des problèmes avec son club qu'il a mis dans le loft, et puis il est allé jouer en 5e division, tout ça, et bon, le sélectionneur, écoutez, il est resté dans un rôle de paix pour plusieurs joueurs, notamment pour Jodel Dossou. Il a dit, on va quand même, c'est quelqu'un quand même qui a apporté beaucoup de choses, et il faut l'accepter, il faut toujours lui donner la chance, et puis c'est vrai qu'il a lui-même, il a utilisé des arguments parfois qui... Et quand tu les entends, c'est que tu tombes des nues, quoi, puisque lui-même il utilise des choses qui se retournent contre lui après, des arguments qui se retournent contre lui après. Je prends le cas de Serge Obassa, pratiquement, qui nous a présenté tout le temps comme le meilleur gardien du championnat au plan local, et on lui a dit c'est pas le vrai, c'est pas faux. Aujourd'hui, comme le disait Prosper tout à l'heure, vous l'avez dit, et que les garçons ils n'ont pas la tête sur les épaules, ils prennent déjà la grosse tête, et puis ils pensent que c'est la fin du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? C'est le même Gernot Rohr qui le lâche aujourd'hui, et de façon, c'est sans embâche, il a livré qu'il a eu un souci disciplinaire, de discipline avec son club, et qu'il ne peut pas prendre quelqu'un qui a de problème de discipline. Et il a rappelé que Jodel Dossou, c'est un garçon à caractère, mais qui jusqu'à présent n'a pas encore eu de problème de discipline avec lui dans les vestiaires. Donc je pense que il est dans son rôle de protecteur, il est dans son rôle de père, il est dans son rôle de coach, celui-là de capitaine du bateau, qui va calmer la tempête et qui va dire à toi je tends la pêche, toi je te retire. Mais quand je prends également Jodel Dossou, je sens que Jodel Dossou, il doit maintenant tirer profit de cette confiance que le sélectionneur lui donne, malgré, je vais dire, le désaveu que le public offre en retour à Gernot Rohr. Dans le même temps, pour finir, il y a également le jeune petit, l'autre Dossou, Prince Ricardo Dossou, il y a Prince Ricardo Dossou également que Gernot Rohr a mis au dos, et qu'il a mis au dos comme un petit bébé. Il dit, il le protège. Il a dit c'est le jeune de 17 ans qui n'a pas encore 18 ans, qui aura 18 ans, qui est sur les tablettes de plusieurs clubs, qui va signer très bientôt parce qu'il aura 18 ans bientôt. Et de la même manière, je vais demander à ce petit de bien faire et de tout faire pour offrir et pour servir pour donner à Gernot Rohr raison, puisque jusqu'à présent il n'a pas encore confirmé. La fois dernière il était avec les moins de 20 ans à Accra, il n'a pas montré la palette de celui-là qui est déjà en sélection A, celui-là qui a déjà goûté à comment ça se passe et qui a fait plusieurs tests ailleurs. On n'a pas vu cette touche-là. Donc il n'a pas réussi à faire la différence. Il n'a pas réussi à faire la différence. Prosper, venez encore. Ce jeune Ricardo Prince Dossou, est-ce que comme Gernot Rohr nous a habitués avec sa découverte du jeune Victor Osimhen du côté du Nigeria, vous pensez que Ricardo Prince Dossou, avec ce qu'on constate depuis ces derniers mois, pourra aussi, je dirais, se retrouver au sommet? Mais c'est difficile d'être grand dans un petit club. Vous savez, il évolue à Prince Ricardo Dossou,
évolue à l'ASVO. ASVO, c'est pas. Et il n'a pas du tout pas joué. Voilà, il n'a du tout pas joué. À peine 10 matchs cette saison. Il peut pas grandir, il peut pas progresser dans ces conditions. Et c'est ce qui fait parfois le problème de certains de nos joueurs. Ils ont quelque chose à prouver, mais ils évoluent dans un groupe qui ne les grandit pas. ASVO n'a pas eu la chance de jouer la Super League Pro. C'est la Ligue Pro Suite et nous savons tous ce que ça peut représenter comme niveau pour un joueur de son rang. C'est vrai, le petit, il a le potentiel, il a le niveau, il a quelque chose à prouver, mais il évolue dans un petit club qui ne le grandit pas. Donc, dans ces conditions, je pense que de plus en plus, les clubs doivent travailler à libérer ces joueurs qui ont du potentiel, aller se faire voir ailleurs. Et que le petit aussi confirme, parce qu'il a fait plein de tests. Il a fait test à Amiens, il a fait test à Brest, il a fait test en Norvège, il a marqué des buts, mais on ne te retient pas, parce que là, quand vous faites assez de tests, ça veut dire que vous n'avez pas grand-chose. Vous n'avez pas grand-chose, c'est là la difficulté. Mais après, dans la liste, il y a quand même un retour que moi je salue. Et on parlait que les petits aient la tête sur les épaules. C'est le retour de David Tchao. Un petit qui lui-même a été épuisé des U20, qui a été repéré le même jour que Prince Ricardo Dossou. Et les deux sont venus parce que eux tous ils étaient à ASVO. Après, lui, il n'a plus continué le championnat avec ASVO. Il n'a pas voulu. Finalement, il a trouvé un point de chute à Chicago, je crois, en MLS, en deuxième division, je crois. Et là, maintenant, il est revenu. Et je pense que c'est ce qu'on veut pour eux. Ils n'ont qu'à jouer. Et c'est en jouant, en s'améliorant, en se frottant au camp, qu'ils vont beaucoup plus parce qu'on le dit. Mais demain, ce sont eux qui vont prendre la relève des Judais dessous, ce sont eux qui vont prendre la relève des Mathieu Arlenville. On le dit, mais si ces gars-là, ils n'ont pas la tête sur les épaules, comme on a l'habitude de le dire sur le plateau, on le répète, s'ils sont dans les nuages, si après avoir compté quelques millions quand vous allez en équipe nationale et vous ne respectez plus personne, c'est qu'on aura toujours des générations spontanées. Et je voudrais rappeler à tous les athlètes, notamment aux footballeurs béninois, je leur dis, ne pensez pas que c'est en sélection nationale qu'on fait sa carrière de footballeur. Jamais. Le footballeur, c'est d'abord le club. Et la sélection nationale sert surtout pour la plupart du temps de tremplin. C'est ça. Pour trouver une équipe. Un autre aspect donc de cette liste de Gernot Rohr, c'est que les joueurs convoqués auront pour affiche adversaire le Rwanda et le Nigeria. Et sur la question, Gernot a une explication à nous donner. On bat le Rwanda. Déjà, on est à égalité avec le leader qui est Rwanda actuellement. Ils ont 4 points, ils ont joué 2 fois chez eux, ils ont gagné un match et fait un match nul. En plus, ils ont battu l'Afrique du Sud 2-0. Donc ça prouve que c'est aussi une bonne équipe. Donc c'est le match contre le Rwanda qui compte. Nous avons envie de vaincre cette équipe. C'est une bonne équipe. Ils ont maintenant aussi un coach allemand, Thorsten, qui est arrivé là-bas, qui fait du bon travail. Et donc, et évidemment, le deuxième match, c'est un match fantastique contre une équipe, une des meilleures équipes d'Afrique avec les joueurs que vous connaissez. On aurait préféré jouer à Cotonou, en effet, parce qu'on est invaincu depuis que je suis là. Malheureusement, sur les 10 matchs qu'on a fait, on n'a fait que 2 matchs à domicile. On a fait 8 matchs dehors, loin de nos bases. Et surtout, des jeunes joueurs ont besoin du soutien, de la chaleur de leur public. Allez, pour éviter d'avoir des générations spontanées, il va falloir également procéder à la formation des jeunes. On va changer de sujet, mais avant, on prend une courte pause. Moi, ma boutique est un endroit chaleureux où mes clientes peuvent partager leurs retours, prendre des conseils et surtout, faciliter leurs achats. J'essaie toujours de rendre service et faire plaisir quand je peux, même à distance, ou juste soutenir ma communauté au village. Pour moi, chaque jour est une opportunité de partager cette générosité avec ceux qui m'entourent. C'est 100% moi. Avec Ccash, envoyez, payez, économisez et soyez vous-même, quel que soit votre opérateur, partout au Bénin. Celtis, c'est 100% moi. Allez, retour sur le plateau de Canal Sport. Dernier sujet, dernier virage donc de l'émission de ce soir. On va parler de la formation des jeunes. Les équipes nationales étaient dans des compétitions pour ce mois de mai à Accra au Ghana, du côté de Zanzibar en Tanzanie et aussi du côté de Dalian en Chine. On va faire le point de ces différentes performances et on revient pour décrypter la performance de nos ambassadeurs.
certainement quelques soucis techniques avec cet élément, mais pour ce qui concerne la performance donc, de nos ambassadeurs du côté d'Accra, Memo Kouton, on sait que le Bénin a pris part à cette compétition, tournoi UFOA qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Hubert Renfroy et Saint-Paulin ont été éliminés dès le premier tour. Et il a dit, je répète ces mots, le Bénin est à sa place. C'est ce que le sélectionneur a dit et puis ça fait très mal. Regardez, c'était quoi la préparation? Tout ça va en contradiction avec le vœu du ministre, le nouveau ministre qui est justement venu, qui dit que il va tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une meilleure préparation pour les équipes de catégorie d'âge, pour tout le monde. Mais on commence la préparation. Arrivé à un niveau donné, le ministère dit je n'en peux plus, je ne vais plus faire la préparation, on décampe tous les joueurs et la fédération n'a qu'à prendre le relais. La fédération, malgré la dotation de la FIFA et des instances pour les sélections, la fédération présidée par Mathurin de Chacuse ne veut absolument rien mettre dans la préparation des équipes de catégorie d'âge et dit souvent les équipes nationales, ça appartient à l'État. L'État dit je n'en peux plus, ils ont décampé les joueurs. La fédération dit je vais rien faire. Les joueurs sont restés et c'est à une semaine de la compétition, bien à 10 jours de la compétition qu'on les rappelle, on dit allez au campement. Pendant ce temps, les Ghanéens, pendant ce temps, les Ivoiriens sont en train de jouer des matchs amicaux en Turquie, dans des pays, et ils se frottent à des gens qui sont mieux préparés. Quand c'est comme ça, Ali, vous voulez quel résultat? On sera toujours à notre place. On sera toujours à notre place parce que nous n'avons pas d'abord de très bons centres de formation qui donnent des fondamentaux qu'ils font. Et vous ne donnez pas encore le temps de préparation. Le gars n'a pas eu le temps qu'il faut pour former l'équipe. Il a eu le temps de regrouper un groupe qui n'existait pas. Justement. Vous voyez? Et il va trouver la cohésion. Et dans son discours, sa conférence de presse, il a commencé déjà avec un format informel déjà à organiser des tournois avec... Mais s'il fait ça, c'est qui va déplacer les joueurs. Est-ce que vous savez que les joueurs qu'on a décampés la fois dernière, il y en a même à qui on n'a rien donné. On les a décampés, ils n'ont rien eu. Il a fallu que les joueurs, même des petits, de moins de 17 ans, et donc des enfants de 15 ans, de 16 ans, on les a décampés, on leur a dit, et ils ont été obligés d'appeler leurs parents pour qu'on leur envoie le transport pour ceux-là qui doivent aller au nord. Vous voyez, pour ceux qui doivent faire près de 400, 600 km, bon, quand c'est comme ça, vous voulez que Hubert Renfroy se transforme en résultat ou bien qu'il ouvre le cerveau de ces enfants-là. Dans le même temps, Prosper, il y a que le Bénin a été représenté au niveau des championnats scolaires en Tanzanie avec l'équipe de moins de 15 ans et puis du côté de la Chine avec les moins de 18 ans. Est-ce que nous avons, je dirais, une base assez fournie pour être au même moment à des compétitions? Pour ce que j'aurais bien constaté, le Ghana a désisté à cette compétition de moins de 18 ans du côté de la Chine. Bon, je ne pense pas qu'on soit dans l'obligation de désister parce qu'on a suivi le processus. Le processus, c'est qu'il y a un championnat national, un championnat scolaire national et qu'une équipe se dégage. C'est ce qu'on a fait. On est resté dans les normes. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, après que le championnat soit terminé et qu'on connaît celui qui va représenter le Bénin, quelles sont les dispositions qu'on a très tôt prises? La question doit être posée à tout le monde. Depuis les établissements secondaires jusqu'au niveau de l'État. Le ministre a dit tout ce qui est participation de l'équipe nationale, des équipes nationales aux compétitions, l'État jouera son rôle. Ça veut dire que de la préparation à la participation, l'État doit s'impliquer à 100% près. Donc, qu'on vienne nous dire non, qu'on ne s'est pas préparé et qu'on manque de préparation, je ne sais pas pourquoi on doit dire tout ça. Les jeunes ont peut-être l'engagement, les jeunes ont la volonté, ils se sacrifient, mais j'ai l'impression que l'accompagnement n'y est pas. On se cherche encore, c'est la raison d'ailleurs qui justifie le fait que nous sommes à notre place. On est à notre place parce que nous savons improviser, nous savons faire les choses pas de façon catholique. Donc prochainement il va falloir se poser la question. Participer c'est une chose, mais se préparer avant de participer est une autre chose, et que cette étape là on ne tient pas compte de ça souvent dans nos préparations et ça joue contre nous, mais les conclusions ne viennent jamais, on ne se pose jamais les vraies questions. Moi je pense que on ne tire jamais les enseignements. Voilà, les jeunes n'ont pas démérité quand vous voyez leur jeu. Ça jusqu'à quand?
Voilà, mais malheureusement, parce qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire pour mettre les jeunes dans les conditions. On ne peut pas aller à une Coupe d'Afrique des Nations, on ne peut pas aller à une Coupe UFOA où on connaît les pays de la sous-région en faisant moins de 2 semaines de préparation correcte. Quand je dis moins de 2 semaines, c'est parce que quand on va comptabiliser tout ce que les jeunes ont pu faire ensemble, ça ne va pas atteindre. Là, la FBF était absente à Accra. Voilà, donc la FBF était absente. Moi, je crois que Hubert Renfort, parfois, il faut avoir le courage de sauter la corde, de dire bon, je ne peux pas, parce que vous ne pouvez pas vous livrer à chaque fois au public. On ne voit pas la FBF. On voit Hubert Renfort. Prosper, le danger qui est dans cette histoire. On voit Hubert Renfort comme étant incompétent. On voit Hubert Renfort comme étant incompétent. On voit Mathias Degueno, on voit Bruno Goudiou-Adoula, on voit Moussa Touji. Mais dans ce cas, c'est quoi la solution? Il faut sauter la corde. Moi, je démissionner. Non, on parle là aussi d'un travail de s'ils veulent, ils n'ont qu'à démissionner. On est dans un pays où la démission n'est pas chose courante. Mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à démissionner. Mais il y en a qui disent, si tu démissionnes, c'est que tu vas plus rester dans le système. Ça dépend d'eux. Ouais. Mais ce que moi je dis, ces messieurs-là aussi, ils doivent aujourd'hui se dire, trop, c'est trop. Voilà, puisque, regardez, on ne s'est jamais qualifié pour un CHAN, pour une phase finale d'un CHAN. Mais depuis que Moussa a fini les dernières éliminatoires, Moussa a présenté plusieurs plans de préparation. On a eu des phases, à la fin de la saison dernière, il n'a pas eu de regroupement. À l'intersaison de cette saison, il n'a pas eu de regroupement. Il a déposé des plans. On n'a jamais validé. Et Bruno Goudiou-Adoula, le premier tournoi ou bien les premiers éliminatoires les seuls que Bruno Goudiou-Adoula avait son staff, ils ont pu faire, c'est ce qu'ils ont fait avec Soudan du Sud la fois dernière ou bien Soudan, et puis ils ont été éliminés à la dernière minute. Oui. Après ça, est-ce qu'il y a encore du regroupement? Plus jamais. Est-ce que vous savez que depuis que Mathias Degueno est revenu la fois dernière, il n'y a plus jamais de regroupement? Mais très bientôt, dans quelques mois, il y aura, s'il était toujours là avec René Messan, parce qu'ils ont lancé l'appel à candidature pour, je crois, remembrer les sélections nationales, en tout cas à tous les postes, les staffs, s'ils sont toujours là, c'est que très bientôt, ils iront encore en compétition. Mais est-ce que vous savez que la semaine dernière, les Ivoiriens, moins de 20 ans, ont joué un match amical international avec les Fenech moins de 20 ans. Et justement, il faut que, les journées FIFA servent également à donc nous sommes là, nous ne faisons rien et nous voulons avoir un résultat. Voilà, à ces différents matchs. On ne fait rien. On ne fait rien. On ne peut pas avoir de résultat. Moi, je voudrais que les vraies questions se posent à qui de droit, et la fédération et le ministère. Non, laissez la fédération. Il faut qu'on trouve la formule. On ne peut pas de toutes les façons, on ne peut pas se réveiller d'un profond sommeil. Non, mais la fédération est instance dirigeante, mais qui est toujours absente. On ne peut pas se réveiller. Mais il faut toujours l'interpeller pour qu'elle puisse. On ne peut pas se réveiller d'un profond sommeil et souhaiter avoir des résultats. C'est pas possible dans le football aujourd'hui. Les gens se forment d'abord, vous ne vous formez pas correctement. On ne se forme pas correctement. Les gens se forment, on ne se forme pas. Les gens se préparent, on ne se prépare pas. Maintenant, on va se former à ceux-là, on va avoir des résultats. Mais je vous dis, la frustration, le danger même dans cette histoire, c'est que vous ne donnez même pas les moyens qu'il faut à ceux-là. Mais si ce sont les étrangers qui viennent, est-ce que Guénol Roy, qui est là maintenant, est-ce qu'il va demander quelque chose, on ne va pas lui donner? Ils vont lui donner. Si Guénol Roy dit, je vais me préparer pour tel nombre de jours, on va le lui donner. Mais quand c'est au niveau des catégories d'âge, on ne leur donne absolument rien. Les vraies questions et qu'on retourne au travail. Mais à tous les niveaux, retournons au travail correctement. De toutes les façons, il serait important donc qu'on s'investisse davantage dans le football à la base. Il y a des projets, des initiatives qui sont mises en place, mais il va falloir bien les nourrir et que toutes les instances jouent véritablement leur rôle. On vous aura compris la frustration quand il s'agit, bien sûr, de notre sport, de l'image de notre pays. C'est désolant. Après, on va dire qu'il y a Ndali. Il a tout le temps fait les mêmes chansons. Il y a Ndali. Il y a quoi Ndali? Il n'y a même pas de formateur Ndali. Il n'y a rien là-bas. On va dire qu'il n'y a rien. Ce sera tout pour ce numéro de Canal Sport. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc demain pour la semaine prochaine, pour un autre numéro. Mais en attendant, la rediffusion c'est demain, toujours sur Canal 3 à partir de 16h30. Retrouvez-nous également sur nos différents canaux digitaux www.canal3television.com ou encore sur notre plateforme YouTube Canal 3 Bénin. Bonsoir chez vous. Dans ma famille, il y a ceux qui se lèvent tôt, ceux qui rentrent tard et ceux qui font des
Dans ma famille, il y a ceux qui se lèvent tôt, ceux qui rentrent tard et ceux qui font des allers-retours au village. Nos journées sont tellement différentes et chacun vit sa vie à sa façon. Maman nous fait plaisir avec ses plats. Cédric est toujours avec ses amis. Et papy, c'est le grand boss. On est tous différents, mais on est restés tous très proches. Et c'est ça qui compte pour nous. Être ensemble et être libre d'être nous-mêmes à 100%. Celtis, c'est 100% moi. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents